Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous allez arriver, j'imagine, petit à petit. Mais je vais pas trop traîner à commencer. Mettez-vous bien en place. Donc aujourd'hui, on va commencer cette série de 4 lives de prépa, de révision au bac avec les suites. Donc on va essayer globalement de voir à peu près la structure de l'étude des suites au lycée. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on va vous demander de savoir faire? Et du coup, bah, on va se baser après sur les trois annales qui sont tombées en Amérique du Nord cette année-là, fin mai, pour voir comment ça peut être mis en place. Surtout que les annales d'Amérique du Nord, elles sont particulièrement spécifiques cette année. Alors on verra qu'elles sont pas si difficiles, mais, euh, mais bon. Euh, Elles ont quand même une spécificité qui demande qu'on regarde ça. Euh, Pas de souci, Yanis. Le replay sera effectivement disponible sur Twitch. C'est 7 jours, mais je vais faire une page YouTube où je pourrais mettre toutes les vidéos comme ça, même si ça dépasse 7 jours, vous pourrez toujours les voir. Bon, bah vous, ça vous concerne pas vraiment, parce que dans 7 jours, ce sera peut-être un peu trop tard, encore que. Allez, c'est parti du coup. Du coup, je suppose que vous m'entendez bien, que je parle pas tout seul. Alors, déjà, pour commencer, comme je disais, on va commencer par essayer de revoir un peu comment les suites se composent, se construisent au lycée. Alors du coup, c'est important de rappeler quand même que des suites, c'est utilisé, c'est comme un outil pour modéliser, ok, des phénomènes. Alors, pas n'importe lesquels, on va utiliser cet outil des suites pour modéliser des phénomènes qu'on dit discrets, en opposition aux phénomènes continus. Alors, c'est quoi les phénomènes discrets et les phénomènes continus? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour que vous compreniez, imaginez le temps. On peut considérer ben voilà, tout ce qui se passe à chaque instant d'une chronologie, ou on peut dire, ben, par exemple, en 2019, en 2020, en 2021, etc. Et du coup, ça, ce serait, donc quand je fais la flèche en entière, ce serait un modèle continu, on regarde ce qui se passe en chaque instant. Et le modèle discret, ce serait ça. On regarde seulement ce qui se passe à certains instants précis, qui sont tous espacés d'une même durée de temps. Ok? Donc ça permet de voir à peu près ce que c'est la différence entre des phénomènes discrets et des phénomènes continus de manière très succincte. Mais c'est important de bien se rappeler que les suites, on les utilise pour traduire des situations de la vie qu'on observe, de la nature ou des phénomènes artificiels, pour essayer de les comprendre et mieux les appréhender. Alors, du coup, comment on va faire ça? Eh ben, une suite, du coup, la spécificité, c'est qu'elles vont pouvoir nous donner une info sur ce qui se passe l'année suivante, si je garde les années, en fonction de l'année d'avant. Okay, donc U, c'est ce qu'on regarde, une population ou des températures, etc. Et les N, c'est l'instant qu'on regarde, qu'on considère. Donc si on regarde l'instant N, il est avant, juste avant l'instant suivant, le N plus 1. Ok, donc ça va être pratique d'utiliser des suites parce que nous, les fonctions telles qu'on les connaît, c'est pas comme ça qu'on les utilise. On les utilise directement en remplaçant le x ou notre inconnu et ça nous donne directement nos valeurs. Alors, on va voir que c'est pas très loin. Finalement, ça revient au même et en particulier, une des grandes choses qu'on essaye de faire au lycée, c'est à partir de cette expression-là qu'on appelle définie par récurrence, ou récurrence, ça veut dire qu'on répète, donc on répète une même action, eh ben, on va essayer de passer à la forme explicite, c'est-à-dire directement sous forme d'une fonction classique telle qu'on les connaît. Ce qui va rendre l'étude, dans bien des cas, beaucoup plus facile. Parce que du coup, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on sait sur les fonctions pour
pour étudier ce phénomène. Alors, il y a plein de façons de passer de cette suite récurrente à cette suite explicite. Nous, dans le cadre du bac, parce qu'on va surtout s'intéresser à ça, alors on va essayer de ne pas faire que du bachotage, mais quand même, on est bien obligé de se préparer. Alors du coup, souvent, on vous demandera de le faire par récurrence. La récurrence, du coup, ça va permettre de démontrer des propriétés ou démontrer des égalités. Du coup, on va pouvoir utiliser la récurrence pour démontrer la forme générale de la suite UN, la forme explicite. Et pour ça, on a besoin de pouvoir deviner quelle va être cette forme-là. Il faut la conjecturer. Il faut avoir une idée de ce que ça pourrait être pour essayer de la démontrer et vérifier si ça marche. On y reviendra, mais en général, cette forme-là, on vous la donne, on vous dit montrez que UN égale ça, mais il y a des fois aussi où, dans des cas relativement simples, où on vous la fait trouver. Je me rappelle d'une annale où c'est le cas il n'y a pas si longtemps, mais c'était une suite géométrique facile, il fallait faire x5, 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 donc c'était assez obvious. Donc normalement, pas de difficulté là. Mais il y a des fois où on ne peut pas la deviner cette suite-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme on fait tout le temps en maths, si on n'arrive pas à faire le chemin directement parce qu'il y a un obstacle, on va prendre un autre chemin. Cet autre chemin, il va passer par toutes les suites que je vais appeler ici élémentaires. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle des suites arithmétiques et géométriques. Alors pourquoi élémentaires? Parce que l'opération qui permet de passer d'un terme au suivant est super élémentaire. Dans un cas, c'est une addition d'une constante, donc toujours la même addition ou soustraction, une somme pour généraliser. Et dans le cas de la géométrique, c'est une multiplication par une constante. Donc c'est les deux opérations les plus simples qu'on connaisse. Faire plus quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, ou fois quelque chose, fois quelque chose, fois quelque chose. Alors, encore une fois, somme, ça va avec différence, et multiplication, c'est pareil que division. Ok. En étudiant ces suites-là, ce qu'on fait en première, qui sont très élémentaires, donc elles ont plein de propriétés hyper faciles, hyper faciles à démontrer et à trouver. En particulier, on peut très facilement passer de la forme par récurrence à la forme explicite dans le cas des suites arithmétiques et géométriques. Et ça va être super intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va nous donner une suite auxiliaire. Alors, auxiliaire, une suite intermédiaire, si le mot auxiliaire vous plaît pas. On va l'étudier, cette suite, et il se trouve qu'elle va être géométrique ou arithmétique. On l'a choisie, on vous la donne de sorte à ce que ça marche. Okay, mais c'est une des astuces. Alors, elles ne sortent pas de nulle part. À chaque fois, les suites VN ou autres qu'on vous donne pour résoudre ce genre d'exercice, elles se déterminent. Il y a des façons de faire. Okay, c'est pas au pif. Mais c'est pas au programme, donc je ne vais pas m'y attarder maintenant. Et donc là, à partir du moment où on fait ça, ce sera toujours la même chose. Il va falloir montrer que cette suite auxiliaire, elle est géométrique ou arithmétique. Alors, je ne vais pas écrire les deux. Voilà, il faut juste transposer. Et du coup, comment on va faire ça? C'est tout le temps la même chose. Il faut montrer qu'on peut l'écrire comme ça. Vn fois quelque chose. Où là, le Q, c'est un nombre réel, donc une constante. Ok? Et du coup, une fois qu'on aura montré qu'elle est géométrique, comme je vous disais, on va pouvoir directement dire sa forme explicite, donner sa forme explicite. Parce que c'est une suite géométrique et que c'est très facile de démontrer que si on répète cette opération plein de fois, ça donne ça, de manière générale. Ok. Donc là, je vous renvoie à votre cours de première. Mais ici, on n'aura pas besoin de la démonstration. Disons que ça vous aide à retenir la formule, si vous comprenez comment ça marche. Mais bref, ce sera donc la seule partie difficile sera ici. Réussir à montrer ça. On verra, mais c'est toujours la même chose qu'il faut faire, encore une fois. Une fois qu'on l'a fait, on peut, du coup, on connaît la raison directement ici, et c'est facile de calculer V0 à partir de l'énoncé qu'on nous donne. Et du coup, on peut
facilement revenir sur UN. Ok? UN en fonction de n. Et donc, revenir là. Donc, si je reprends, on démarre toujours en étudiant un phénomène de façon récurrente quand on utilise les suites. Soit à l'aide d'une démonstration par récurrence, on peut passer à la forme explicite, soit en utilisant les suites arithmétiques et géométriques. Et donc, ça, c'est un bloc classique d'exercice. Vous avez dû voir ça 1000 fois. J'exagère à peine. Ok. Alors vous me direz, mais pourquoi passer par, venir à UN? Donc on l'a déjà un peu mentionné, c'est que tout va être plus facile, en particulier à l'aide de cette expression-là. On va pouvoir calculer des limites comme on le fait avec les fonctions. On va directement en calcul ici. Ok? Calcul de limite. On va pouvoir trouver des propriétés particulières, que ce soit par récurrence ou autre. Et puis, du coup, on va pouvoir en trouver des applications, enfin, déterminer en fonction du contexte de l'exercice, des données intéressantes. Application, du coup, dans le contexte de l'exo, quand c'est des problèmes. Voilà à peu près un type d'exo classique, disons. Contexte de l'exo. Alors, il manque une petite chose. Là, je pars du principe que d'office, j'arrive à passer à la forme explicite. Mais il y a des fois, pour différentes raisons, même par récurrence ou par les suites auxiliaires, c'est compliqué. Du coup, on va quand même pouvoir utiliser cette forme-là pour au moins faire quelques études. En particulier, on va pouvoir mettre en place tout ce qu'est le théorème du point fixe. Et ça, c'est un gros morceau aussi. Mais en soi, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit d'être sûr que la suite converge. Ça, ce sera une question préliminaire normalement. Et pour ça, on utilise le théorème de convergence monotone, c'est-à-dire, soit la suite est croissante et majorée, soit décroissante et minorée. Ok, je ne reviens pas sur tout ça, c'est du cours, c'est juste un rappel. Ok, là, c'est de la mise en structure pour que vous compreniez bien comment est construit ce qu'on est en train de faire, en fait, pour que vous repéreriez plus facilement au sein d'un exercice et que vous ne soyez pas décontenancé. Alors, une fois qu'on a montré qu'elle converge, on va justifier que la fonction f, alors quelle fonction f? La même qu'on parle depuis le début, celle-ci, okay, celle qui traduit le calcul, le programme de calcul de la suite, pour passer au terme suivant, cette fonction-là doit être continue. Ce qui sera toujours le cas, mais il faut le dire. Soit parce que elle est composée de fonctions continues, c'est-à-dire les fonctions usuelles, qu'on connaît depuis toujours, ou parce que, je ne sais pas pourquoi, vous l'avez peut-être déjà dérivée, ou vous savez qu'elle est dérivable. Ça, c'est un autre moyen de montrer qu'elle est continue. C'est les deux moyens qu'on utilisera le plus. Donc, vous mentionnez ces deux critères, et si ces deux conditions sont vérifiées, alors, d'après le théorème du point fixe, comme la suite converge, disons, vers un réel L, la limite L de UN est solution, c'est pour ça que ça s'appelle point fixe, de l'équation f de x égale x. Ok? Et ça nous fait un autre gros bloc dans notre étude. Ok? Bon, c'est un peu le bordel, j'avoue, mais si on prend le temps de regarder, finalement, ça résume assez bien les choses. Alors, il n'y a pas tout, bien sûr, on va développer un peu. Et je ne dis pas que tout va être complètement exhaustif. Alors oui, c'est mieux de mentionner les théorèmes. Là, je vois le commentaire. En particulier le point fixe.
Ici, là, pour le théorème de convergence, bon, si vous ne le mentionnez pas, c'est pas dramatique, mais voilà, ça fait plus propre. C'est quand même plus rigoureux de dire quels outils vous utilisez quand vous les utilisez. Par contre, le point fixe, oui, c'est important de le mentionner. Okay, parce que du coup, c'est composé de plein de bouts. C'est un vrai ensemble et en général, c'est décomposé sur plusieurs questions. On verra après avec les annales. Mais du coup, c'est important de bien que ce soit clair que vous utilisez ça. On n'aura pas trop le choix pour le théorème du point fixe que de le mentionner. Mais de manière générale, oui, il vaut mieux retenir que on mentionne tout ce qu'on utilise. En fait, il faut vraiment que vous, en termes de justification, pensez que vous êtes en train d'expliquer ce que vous faites à quelqu'un qui n'a rien compris. Donc, faut lui dire. À l'oral, vous lui diriez quoi ou à l'écrit? Et du coup, ben ça veut dire qu'il faut le mentionner. Tout ce que vous seriez prêt à dire à quelqu'un pour lui expliquer, c'est exactement ce qu'il faut justifier. Très bonne question. Voilà. Du coup, ouais, donc finalement, c'est à peu près ça les grandes structures d'exercices qu'on vous demande de faire. Donc voilà, il y a énormément ce passage par la suite auxiliaire qui permet de trouver la forme explicite et de continuer l'étude avec, ou d'étudier la limite directement avec la suite par récurrence en utilisant le théorème du point fixe. Ok, alors bon, évidemment, c'est pas tout ce qu'il faut savoir sur les suites. Donc encore une fois, je vais pas être exhaustif, mais faut pas oublier qu'il faut savoir calculer les termes, bien sûr. C'est le premier truc que vous avez appris. Ça, c'est indispensable. Mais bon, je le dis, mais je devrais pas en soi. Le deuxième truc que vous avez dû apprendre en première, c'est déterminer le sens de variation aussi d'une suite. Principalement en faisant un plus 1 moins un. Mais pas que. On a vu qu'on pouvait faire un plus 1 moins un. Dans certains cas bien précis, on peut même faire la division. Mais attention, là, il faut comparer à 1. Mais il faut bien vérifier que un est différent de 0 pour tout n. Donc celle-là, en général, bon, il y a pas mal de conditions. C'est plus dur de vérifier par rapport à 1, on l'utilise moins. Ici, c'est par rapport à 0 qu'on va regarder. Et sinon, ce qu'on fait beaucoup en terminale, du coup, c'est le faire par récurrence. Et justement, la récurrence, je l'ai mentionné là-haut, ça, il faut le savoir faire pour le sens de variation, pour montrer le terme général du suite, ou pour montrer n'importe quelle propriété. Donc, le raisonnement par récurrence, c'est juste fondamental. Vous l'avez compris, vous n'avez jamais fait un exo de suite sans récurrence. Donc, ça, c'est un must know. Raisonnement par récurrence. Ok? Donc pour tout, hein, pour propriété, pour sens de variation, etc. Et puis, on verra là, en plus ça a été bien demandé pour ces annales-là, la calculette. Hein. Il faut maîtriser la calculette absolument. Il faut savoir calculer les termes, enfin vérifier les calculs de termes, les premiers à l'aide de la calculette, en déduire le sens de variation et conjecturer la limite. Oui, alors je viens de voir la question. Le point fixe, du coup, c'est effectivement quand la limite converge. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Ok. Là, le UN converge, ça veut dire que la limite est finie. Okay. Sinon, on parle d'une suite divergente. Donc en fait, le théorème du point fixe, tu l'utilises pour déterminer une limite dès lors que tu as vérifié qu'elle existe. C'est pour ça qu'il y a cette première condition-là. On vérifie bien qu'elle converge. Et une fois qu'on le sait, alors, du coup, on va pouvoir, en vérifiant qu'elle fait continue, appliquer le théorème du point fixe pour la trouver. Si on a la forme explicite, en général, on passera par la forme explicite directement, parce qu'elle aura souvent l'allure d'une suite géométrique, enfin une partie suite géométrique, donc ce sera facile à calculer. Pas tout le temps, mais bon, c'est ce qu'on retrouve. On verra d'ailleurs que là, dans les annales, qu'on a la forme explicite, mais qu'on va quand même passer par le théorème du point fixe. Parce que la limite est dure à déterminer vu qu'on aura une forme indéterminée. On y reviendra. Et donc oui,
le théorème du point fixe, c'est vraiment à utiliser avec cette forme-là, directement. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et du coup, ben, pour conclure sur ça, la calculette, là, ça va avec, c'est aussi tout ce qui est algorithme. Ça, vous avez compris, il faut vraiment les connaître, hein. Alors, les algorithmes en général de seuil, ça, c'est avec en général des while. Et sinon, il y a les algorithmes pour générer les termes, donc calculer tous les termes de la suite jusqu'à un certain rang. Et ça, en général, c'est des boucles for. Voilà à peu près comment on va construire plus ou moins un exercice sur les suites au bac. Donc, voilà à peu près des structures classiques, des grands domaines d'études. Donc, la limite à partir du point fixe et de la suite récurrente. Passer de la suite récurrente à la suite explicite, soit par récurrence directement, soit en utilisant une suite auxiliaire. Okay. Et ensuite, checker quelques propriétés. Et bien sûr, dans tout ça, ce qu'on a toujours fait dans tous les exos de suite, calculer les termes, sens de variation, récurrence, calculette et algorithme. Voilà, alors du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voir les annales et je reviendrai à chaque fois, je ferai le parallèle avec, avec ce que je vous envoie. Alors, le doc, oui, je ferai en sorte de vous le passer à la fin. Je le mettrai sur un drive et je vous passerai le lien probablement à travers la page Insta, ce sera le plus simple. Donc ça, je l'enregistrerai en PDF. Ok, bon, alors parfait. Du coup, on fera à chaque fois des parallèles entre tout ça là et les annales. Le but étant, pour gagner de la confiance en maths, si vous reconnaissez à peu près ce que vous faites, si vous comprenez les grands domaines, pourquoi on fait ça, dans quel but, c'est quoi la structure de tout ça, bah c'est beaucoup plus facile à comprendre en fait. Vous allez moins être surpris par des exos classiques. Et je suis désolé, mais là, on se rend bien compte que les suites, ça fait depuis l'année dernière peut-être, que ça commence à devenir un peu plus sympa, quoi. C'est des exos qui sortent un peu des exos répétitifs qu'on a vus les premières années du nouveau bac. Alors, bah, c'est parti. On va pouvoir commencer. Tac. Alors, du coup, ouais. Alors, dans quel ordre on va les voir? Je les ai choisis dans un ordre spécifique parce que, bon, j'aimerais que ça dure pas plus d'une heure et demie. Et, et bon, dans le doute où j'ai pas le temps de toutes les voir, je vais regarder ce qui me paraît le plus important. Alors d'abord, on va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est le jour 2 tout court. Donc c'est que des annales d'Amérique du Nord. Donc celle-ci, c'est celles qui sont tombées en mai là. Donc c'est celle-là là, par laquelle j'ai commencé, c'est le jour 2. Pourquoi je vais commencer par celle-ci? Parce que malgré le fait qu'il y ait du UN plus 2 qui est terrifiant, c'est ironique, hein. Du coup, à part ce fait-là, c'est une annale très classique et relativement facile, même très facile, pour être honnête. Là, typiquement, c'est pour vraiment bloquer enfin voilà, tester ceux qui vont être capables de s'adapter ou non. Donc on verra que les questions sont très faciles. Donc celle-là, on va pouvoir la voir relativement rapidement. Et celle sur laquelle on va s'attarder un peu, c'est celle-ci. Alors pourquoi on va s'attarder sur celle-ci, qui est le jour 2, toujours Amérique du Nord 2025, jour 2 de ce cours. On va s'attarder sur celle-là parce que c'est enfin une annale qui sert à quelque chose. Au lieu d'avoir tout le temps des exos répétitifs qui n'ont plus vraiment de sens du coup, ben là on va faire un exo qui raconte un peu une partie de l'histoire des maths. Voilà, ça fait partie de pourquoi on en est à étudier tout ça, pourquoi on sait tout ça. Donc ça a un vrai intérêt là. On va découvrir quelque chose qui a été fait, qui a été cherché vous voyez, au XVIe siècle. Donc c'est quand même, ça fait déjà un petit moment et il travaillait déjà sur ce genre de choses.
Du coup, ben, on va voir que c'est très facile. La partie A, elle est vraiment pas très compliquée. On va vraiment s'attarder sur la partie B et notamment la question 2, où est toute la beauté de l'exercice. Et puis, du coup, si on aura un peu de temps en rab, on pourra voir l'annale du jour 1, qui, elle, est difficile seulement parce qu'elle est très calculatoire. Donc, elle peut être un peu prise de tête. Il y a beaucoup de formules qui se croisent avec des AN qui se mélangent aux UN, des UN plus 1, des AN plus 1. C'est un peu le foutoir. Et donc, ça fait que c'est un peu dur de résoudre les exercices en étant sûr de ne pas faire un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Utiliser le résultat que vous voulez démontrer pour le démontrer. Enfin voilà, ce genre de cafouillage qui peut arriver quand on a plein de formules à disposition. Bon, elle est un peu moins importante à voir ensemble parce que du coup, elle est très calculatoire et il suffit de voir comment était fait le calcul et les corrections sont en ligne. Donc, mon apport ici va être limité, mais j'essaierai de voir les questions qui peuvent poser un peu plus de soucis. Ok, et eh ben si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer du coup par la première annale. Bon, a priori, vous les avez déjà toutes un peu vues. Si c'est pas en classe, bah, j'imagine que vous avez peut-être eu la curiosité d'aller y jeter un œil. Alors, ici, comme je disais tout à l'heure, le point clé là, c'est vraiment, ça va être d'être capable de faire, de faire l'effort mental de se dire que c'est pas parce qu'il y a du UN plus 2 que vraiment ça va être l'enfer. Et au contraire, ça va être particulièrement facile. Vraiment, on va voir. Il y a plein de questions, en tout cas, la plupart des questions sont vraiment très simples. Et si elles posent un peu de soucis, bah, il n'y en a pas beaucoup. Et le simple fait de lancer le calcul, normalement, vous débloquera. Ok, alors on va voir. Donc ici là, du coup, c'est quoi ce type de suite? On appelle ça des suites récurrentes, encore une fois, linéaires, parce qu'il n'y a rien au carré, ni à la puissance. Et cette fois, on va dire que c'est d'ordre 2, parce que du coup, on a besoin de 2 crans avant pour calculer du coup 2 crans suivants. Donc on va connaître par exemple en 2020, en 2021, et ces deux données vont nous permettre de calculer en 2021. 22, pardon. Un exemple classique de ça, celui que vous connaissez tous, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour leur grand oral, c'est la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, on a besoin de faire la somme des deux précédents. Du coup, on est déjà dans une suite récurrente d'ordre 2. Et pourtant, elle n'est pas très compliquée. La suite de Fibonacci, vous l'avez a priori tous entendu et évoqué une fois dans votre vie. Bon, ben voilà, on prend les deux termes d'avant, on les ajoute, ça fait le suivant. On prend les deux d'avant, on ajoute, ça fait le suivant, etc., etc. Donc on a besoin de la somme de UN plus 1 plus UN pour avoir UN plus 2. Bref, tout ça pour vous dire que finalement, bah, vous l'aviez déjà vu ça avec la suite de Fibonacci et c'est pas si compliqué. Ok, alors bah allons voir justement. Donc là, vous voyez, lisez bien toute l'énoncé parce que c'est important, les mots sont importants ici. Vous voyez que ça s'appelle conjecture. Conjecture, vous n'avez pas le droit de faire faux. Ça veut dire que il faut juste, voilà, regarder un peu ce qui se passe et le dire. Donc normalement, bah, vous allez tous voir ce qui se passe. Et là en particulier, on ne nous demande pas de justification dans la première question. Donc là, on veut calculer les termes sans justification. Mais là, pas d'hésitation. Calculette, direct. Donc là, il faut absolument utiliser la calculette. Pour regarder si vous savez bien faire pour rentrer ces calculettes-là, pour la Casio bleue, là, et ben, il suffit de choisir le type et vous avez soit AN, soit AN plus 1, soit AN plus 2. Et donc, il faut appuyer sur AN plus 2, donc le F3, pour rentrer cette suite-là. Et du coup, ben, vous avez toutes les valeurs directement à la calculette. Et vous avez juste à les rentrer. Donc cette question, franchement, c'est des points donnés là. C'est juste savoir si vous savez rentrer cette suite-là sur la calculette. Ensuite, on nous demande la limite. Bah là, pareil, vous venez de la rentrer sur la calculette. Ben, juste descendez.
descendez, 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 descendez. Essayez de voir si il se passe quelque chose de notable. Alors, est-ce que moi je l'avais non, alors je vais la rentrer aussi. Et puis comme ça, on la regarde ensemble. Donc vous allez dans Type, F3, et du coup, AN plus 1, moins 1 quart de AN. Hop, ok. Attention, il faut bien set la table. Donc là, il y a deux valeurs initiales. Le U0 qui vaut 0 et le U1 qui vaut 0,5. Hop, on lance la table. Et je me suis trompé. Oups, j'ai mis un quart comme ça. Moi, j'avais que des erreurs. Tac, voilà. Ok, et ben là, bon, je vais pas vous montrer ce que je vois sur ma calculette, mais je vais vous l'écrire. Là, moi, en tapant la calculette, j'ai une ligne avec écrit n plus 2, une ligne écrite avec an plus 2, et du coup, ici, j'ai 0, 1, 2, 3, etc. Et là, du coup, j'ai bien les premiers termes, 0, 0,5, 0,5, 0,375, il nous demande jusqu'à 5, 0,25 et 0,1562. Alors si ça vous embête de les mettre en nombre à virgule parce qu'il n'y a que des fractions dans le tableau, c'est pas grave, vous tapez ça à la calculette, 0,375, et vous appuyez sur la touche SD qui vous transforme en un décimal en fraction, ou l'inverse. Et ça fait 3 huitièmes, enfin égal d'ailleurs. Et ça, ça faisait 5 32e. Moi, je ne l'ai pas fait de tête, je l'avais noté. Voilà, et le tableau, il est rempli. Et puis, si vous continuez d'aller sur votre calculette, là, vous descendez. Si vous allez, par exemple, voir U15, on voit qu'il y a E-4. Pour 15, ici, on voit qu'il y a des chiffres, donc 4.5, E-4. Moins 4, comme ça. Ça veut dire 10-4. Donc 10-4, ça veut dire que ça devient 0,00. Enfin, on se rapproche de 0 là finalement. Et si on continue, si par exemple je vais à U30, je suis déjà à 10-8. Donc on voit bien qu'on tend vers 0. Okay, donc la limite de UN, on conjecture que la limite de UN, c'est 0. Ok? Donc tout ça là, c'est très facile. C'est utiliser la calculette. Bien sûr, vous auriez pu le faire par le calcul. Si on le fait par le calcul, je vais quand même faire le U3 du coup. U3, il me faut, donc ce serait ici le n plus 2. Conjecturer, ça veut dire faire l'hypothèse de. En fonction de ce que tu vois, qu'est-ce que tu peux supposer? Donc par exemple là, je peux supposer que vu que je vois que les valeurs sont de plus en plus petites à partir d'ici par exemple, à partir de n égale 2, je vois que les valeurs sont de plus en plus petites. Donc je peux supposer, conjecturer, que la suite est décroissante. Je vois que les valeurs se rapprochent de plus en plus de 0. À 30, on était à environ 10-8. Donc, on peut supposer que la limite sera 0. C'est ça conjecturer. C'est pour ça que c'est pas très dur, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe. Donc, normalement, juste à la calculette, on peut tout trouver. Donc là, je vais avoir besoin, pour calculer U3, de U2, en suivant la formule, moins 1 quart de U1. Ok? Ça, c'est le n plus 2, ça, c'est plus 2, ça, c'est celui d'avant, et ça, c'est encore celui d'avant. Ok? Et du coup, là, voilà, U2, c'était 1 demi, il est noté dans le tableau, moins 1 quart fois U1, c'est 1 demi. Donc ça fait bien 1 demi moins 1 huitième. 1 demi, c'est fois 4 fois 4, 4 huitièmes. Donc ça fait bien 3 huitièmes, ce qu'on avait trouvé ici. Donc évidemment, vous auriez pu le faire par le calcul. Mais sachant qu'aucune justification est demandée, vous n'aurez pas de points en plus parce que vous faites le calcul. Donc gagnez du temps, faites-le à la calculette. Ok, donc cette partie-là, facile. Vous voyez, il n'y avait vraiment rien de dur. Donc là, c'est des points gratos. Donc là, attends, je vous montre quand même. Là, on était typiquement dans utiliser la calculette là.
ok, directement. Ensuite, on va arriver à la partie B, étude d'une suite auxiliaire. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de voir ici. Okay, donc c'est pour ça que je vous disais, les titres, ils n'en mettent pas tout le temps, là je sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais peut-être pour, je sais pas, j'en sais rien, bref, pour vous guider. Du coup, ben, a priori, vous allez devoir faire cet enchaînement-là. On va vous donner la suite auxiliaire, il faudra montrer qu'elle est géométrique ou arithmétique, donner sa forme explicite, et du coup en déduire UN, la suite de départ. Ben, regardez, c'est exactement ça. Démontrer que WN est géométrique, exprimer WN en fonction de N, et en déduire, du coup, bah, cette fois, c'est pas UN, c'est UN plus 1, mais ça revient au même. C'est exactement la même structure. Ok, donc, bon, vous avez compris, là, encore du calcul de termes. Pour calculer W0, je vais avoir besoin de U1 et de U0. Ok, donc ça, ça fait 1,5. Je crois que je peux l'écrire directement. 1,5. Ok, et ensuite, c'est parti. Ça, c'est exactement ce qu'il y a dans le Word juste ici. C'est exactement ça. Et c'est ça, en fait, qu'il faudrait que vous reconnaissiez. Parce que là, effectivement, si vous ne pensez pas du tout à ça, ben, en fait, la difficulté, ça va être de vraiment être sûr que c'est ça qu'il faut faire. Là, si vous reconnaissez tout ce qu'on a vu ici, bah du coup, vous savez que c'est ça qu'il faudra faire. Et donc, ça vous aide quand même à vous mettre dans le déroulé. Alors, on va voir ce que ça fait. Donc, on a dit qu'il fallait montrer qu'elle était géométrique. Et pour ça, on a revu tout à l'heure qu'il faut montrer ça. WN. Alors, cette fois, ils nous donnent même la raison. Ils nous disent que c'est 1,5. Donc, c'est encore plus simple. Parce qu'on n'a même pas la trouvé, nous. Ils nous la donnent. Donc, il faut montrer ça. OK ? Pour montrer ça, bah, du coup, on va calculer WN plus 1. OK ? Donc, WN plus 1, bah, on va réutiliser celle-ci, là. Et puis, on va, du coup, la passer en N plus 1. Donc, ça va me donner UN plus 2, moins 1,5 de UN plus 1. OK ? Et du coup, ben, UN plus 2, ça c'est dit dans l'énoncé. Elle est là. OK, oups, ici. Donc il suffit de la remplacer. Donc, je vais prendre un peu plus de place. Donc UN plus 2 dans l'énoncé, c'est ça. Quart de UN moins 1,5 de UN plus 1. On peut simplifier 1,5, enfin UN plus 1 moins 1,5 de UN plus 1. Ça donne 1,5 de UN plus 1. Moins un quart de UN. OK ? Et là, c'est toujours la même étape qu'il faut faire. Donc l'étape suivante, ça va être de factoriser par la raison, de sorte à faire apparaître ça. Alors la raison, quand on ne la donne pas, il faut la deviner, il faut trouver par quoi factoriser. Ici, on nous la donne, donc pas d'hésitation, on factorise par 1,5. Qu'est-ce qui me reste du coup ? Ben, UN plus 1 ici. Et là, attention, qu'est-ce qui reste ? Par quoi je dois multiplier 1,5 pour que ça fasse un quart ? Ben, 1,5. OK ? Et là, bingo, on retrouve bien l'expression de Vn. Et donc, on a bien montré que Wn plus 1, c'est égal à 1,5 de Wn. Donc, elle est géométrique. OK ? Ça, c'est vraiment le déroulé classique. Vous ne pouvez pas ne pas savoir faire ça. On l'a déjà fait beaucoup de fois. Ça, il faut vraiment maîtriser. OK ? Et du coup, ben, directement, soit on le fait maintenant, soit on le fait dans la question suivante. C'est un peu comme vous voulez. Mais tant qu'à faire, autant enchaîner. Là, on précise que c'est une suite géométrique. Du coup, on peut également calculer son premier terme. Le premier terme, du coup, bah, ça va être W0 qu'on a déjà calculé ici. 1,5. OK.
Et du coup, forcément, la question suivante, ça va être, une fois qu'on a montré ça, de donner la forme explicite, puis en déduire une égalité sur la suite principale. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Pour tout entier naturel, n, exprimer Wn en fonction de n. Et du coup, Wn, on sait que vu qu'elle est géométrique, elle s'écrit W0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 1 demi, W0, fois la raison 1 demi puissance n. Et ça, on sait qu'on peut simplifier par, du coup, 1 demi puissance n plus 1. Alors, comment on trouve la suite explicite? Ça, c'est les définitions même des suites géométriques. Une suite géométrique, en fait, je te le refais vite fait ici, comme ça t'aidera peut-être à comprendre. En fait, imagine une suite géométrique simple, genre le double à chaque fois. On prend le double à chaque fois, avec W0 égale à 1, pour pas s'embêter. Ok, pour calculer W1, je vais faire 2 fois W0. Donc ça va me faire 2 fois 1, 2. Pour calculer W2, je vais faire 2 fois W1, c'est-à-dire 2 fois W1, on a dit que c'était 2 fois W0. Ok? Et puis pour W3, je vais faire 2 fois 2 fois 2 fois W0. Donc en final, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer Wn? On va faire 2 fois 2 n fois W0. Donc 2 puissance n. Okay, la raison, qui est bien 2 ici, puissance n. Ok? Donc en fait, ça c'est un résultat de cours. Là, j'ai essayé de vite fait te le remontrer. Bon, j'ai conscience d'aller vite, mais bon, c'est vraiment un résultat de cours que tu peux appliquer directement, ça, du cours de première. En gros, dès que tu as une suite géométrique, tu peux directement dire que sa forme explicite, c'est celle-là. Petite parenthèse, pour une suite arithmétique, du coup, si elle était arithmétique, on aurait dit que c'était W0 plus n fois R. Ok? Hop, mais c'est pas le cas ici, donc je passe. Alors, là, du coup, la question sur comment on obtient le n plus 1, c'est tout simplement que ça, là, c'est comme si on l'avait à la puissance 1. À la puissance 1, on l'écrit jamais. C'est comme écrire, on écrit 2, pas 2 plus 0. Pareil, on écrit 2, pas 2 fois 1. Et pareil, on écrit 2 et pas 2 puissance 1. En fait, c'est juste, c'est là, mais on l'écrit pas. Ok? Donc du coup, là, c'est directement la règle de a puissance n fois a puissance p. Ça donne a puissance n plus p. Les règles des puissances qui s'appliquent là. Ok. Voilà pour cette partie-là. Donc là, on a fini du coup la question 3. Hop, je vais un peu essayer de suivre un peu où on en est. Et là, question 4, ça va être en déduire une égalité sur la suite principale. Alors normalement, je vous ai montré qu'on revenait à un égale pour avoir la forme explicite directement. Sauf que là, on est sur une suite récurrente d'ordre 2, donc c'est un plus 1 qu'on aura. Ok? Mais finalement, c'est la même démarche. Il faut repartir de celle-ci, et maintenant qu'on connaît ça, on va pouvoir le remplacer. Ok? Par la nouvelle valeur qu'on a eue en question 3 là. Et du coup, là, il nous demande d'isoler le un plus 1, c'est-à-dire que je vais passer ça de l'autre côté de l'équation. Et j'aurai bien un plus 1 égale mon Wn que je viens de calculer, plus ça. Ok? Donc ça donne quoi? Tac, si je le fais ici, là, j'ai mon Wn plus, du coup, le 1 demi de un. Ok, ça, c'est bien égal à un plus 1.
Ok. Et Wn, du coup, on a donné sa forme ouais, ici, sa forme explicite, donc je peux directement remplacer. Donc ici, Wn, on a dit que c'était 1 demi puissance n plus 1 plus 1 demi de Un. Et on retrouve bien l'égalité qui est demandée. Oui, non, effectivement, ici, c'est pas égal à 1 quart puissance n. Attention. Effectivement, c'est le nombre de... On va directement noter le nombre de fois qu'on va multiplier 1 demi par lui-même. Et on va pas faire l'opération. Tu vois, quand on écrit par exemple 4 puissance 3, ça veut juste dire qu'on va faire 4 fois 4 fois 4. Mais on le fait pas. Tu vois, on ne donne pas le résultat. Là, il ne faut pas le faire, le 1 demi fois 1 demi. Ok, on va juste noter combien de fois on les multiplie entre eux, sans le faire. Ok. Tac, tac, tac. Ça, j'ai pas besoin de l'entourer. Voilà, et du coup, ben, vous voyez, cette partie-là, finalement, elle n'est pas très dure non plus. Si on sait utiliser les suites auxiliaires comme on a déjà fait beaucoup, ben, c'est très très classique. Et là, pour finir, on va faire une récurrence, donc encore une fois, quelque chose de très classique. Ok. Donc là, la récurrence, je ne vais pas tout refaire, je vais juste vous recommander ce qui est important, et je vais surtout le dire à l'oral, mais ça, vous pouvez tous regarder dans votre cours, vous devez avoir 40 milliards d'exemples rédigés, corrigés, et si vraiment vous n'en retrouvez pas parce que vous êtes de mauvaise foi, vous pouvez aller voir n'importe quelle correction d'annales en ligne. Il y a le détail d'une rédaction propre. Ok. On va pas revenir sur tout le principe de récurrence. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la récurrence, elle vaut des points. Donc faites-la correctement. Prenez le temps de bien rédiger. C'est un peu comme quand vous étiez en quatrième et qu'on vous demandait de faire un joli théorème de Pythagore, bien appliqué. Et ben là c'est la même chose, mais avec la récurrence. Ok, on veut vérifier que vous, en fait, c'est un peu du par cœur là que vous faites pour ceux qui comprennent pas bien, mais ce qu'on aimerait en soi, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Et du coup, ben, c'est important de rédiger et de mettre tous les détails pour justifier tout ce que vous faites. Si vous ne mettez pas les bons mots ou s'il manque des infos, bah, le raisonnement peut devenir faux. Et du coup, bon, vous allez dire on chipote, mais les maths, c'est finalement de la rigueur. Donc on essaye de tout détailler proprement pour que ce soit clair pour tout le monde. Okay, c'est un langage universel. On ne peut pas chacun faire à sa sauce, sinon on s'en sort plus. Pensez bien que personne n'est dans votre tête et que tout ce que vous dites pas, on ne le saura pas. Tout ce que vous écrivez pas, on ne pourra pas le savoir. Donc, c'est important de faire une bonne rédaction. En particulier, vérifiez bien les 3 étapes. Okay, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Okay, il faut faire apparaître ces 3 étapes. Okay, s'il n'y a pas ces 3 étapes, déjà c'est bancal. Okay, donc essayez d'être bien structuré. Ok, alors là je vais juste un peu m'attarder sur la démonstration de l'hérédité, okay, sans parler de soit n appartient à n, machin. Bon, je vais juste vous montrer les 2 façons de faire. Alors, la première, c'est déjà, on va écrire la propriété. Ça, c'est la première chose à faire. Nommez-la. Donc là, en l'occurrence, c'est un égale n fois 1 demi puissance n. Donc vous voyez là, ce qu'on veut démontrer, c'est la forme explicite. Donc là, on se retrouve sur mon schéma, ici, là. À partir d'une forme par récurrence, trouver la forme explicite. Okay, donc là, on nous la donne. Okay, ils l'ont conjecturée et maintenant, on va la démontrer. Ok. Donc, ça, c'est important.
Et voilà, quand vous ferez votre rédaction, soit au brouillon, soit directement sur la copie, c'est hyper important de dire ce que vous voulez montrer. Ok? Parce que quand on sait où on va, c'est beaucoup plus facile de trouver son chemin. Donc écrivez ce que vous voulez arriver à la fin. Donc ici, c'est la propriété, donc en changeant tous les n par n plus 1 au rang suivant. Donc ça donnerait ça. Plus 1. Ok? Alors, dans le déroulé de l'hérédité, vous allez peut-être tomber sur une forme. Là, elle est un peu factorisée, donc peut-être que vous tomberez sur une forme développée ou... Enfin, on ne sait pas trop. Moi, je vous conseille personnellement d'écrire, voilà, si elle est développée et que vous voyez comment la factoriser, faites-le. Si vous voyez qu'elle est factorisée, ben, développez-la. Juste pour avoir différentes façons, différents résultats possibles que vous pouvez essayer d'atteindre. Ok? Et pas rester bloqué parce que vous êtes juste à une factorisation près de réussir l'hérédité, quoi. Voilà. Donc, on part de ça. Ça, c'est la propriété qu'on cherche à démontrer. Et donc, on va l'admettre. On va supposer qu'elle est vraie pour un certain rang. Ok? Donc, on va supposer que pour n égale k, elle est vraie. Ok? Et on va vouloir montrer que, donc, c'est-à-dire que par hypothèse de récurrence, on a ça. 2. Pour n égale k, ça marche. Ok? Et on va vouloir montrer que pour n égale k plus 1, ça marche aussi. Ok? C'est bien sous la même forme. Ok? C'est ça le but. Donc, soit on démarre directement de l'hypothèse de récurrence. Donc on le dit. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Alors, par hypothèse de récurrence, on a hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, on a ça. Et à partir de ça, on va reconstruire la suite telle qu'elle est définie dans l'énoncé, ok, et montrer que ça donne ça. Okay, une des deux, la factoriser ou la développer, n'importe. Alors celle de l'énoncé, c'est laquelle? C'est celle-ci là. Okay, vous voyez dans le PDF, c'est celle-ci qu'on... Ça, c'est l'énoncé. C'est pas la propriété, c'est la définition de la suite. La suite, elle est définie par cette relation entre le terme suivant et le terme précédent. Ok? Donc ça, c'est l'énoncé. Donc on va essayer de le reconstruire. Donc nous, on va démarrer juste du UN là. Ok? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire x1,5 et rajouter ce gros machin là. Ok? Pour reconstruire UN plus 1 à partir de UN. Ça, c'est ce qu'on fait sur la gauche. Ok? Parce qu'on a UN, UK. On va reconstruire UK plus 1. Toutes les opérations qu'on fait ici pour reconstruire la définition de la suite, on va les faire là aussi, et en espérant que ça nous donne la valeur de la propriété. Ok? Alors évidemment, ça marche si on vous le demande, mais bon, il faut quand même le faire. Alors, du coup, si je fais x1,5, ben, on a vu tout à l'heure que si on fait x1,5 là, hop, ça va faire x1,5. Et donc là, ce sera k plus 1. Ok? Ce truc-là, là, ça va me donner k fois 1,5 de k plus 1. Pour la même règle que tout à l'heure quand on a fait la forme explicite de Wn. A puissance n fois A puissance p, ça fait n plus p. Ok? Et ben, c'est pareil, du coup ici ça n'a pas changé. Et donc là, la prochaine étape, c'est ajouter le dernier bout qui manque, celui-ci là. Ok? Donc on va ajouter ça des deux côtés. Et si je le rajoute à gauche, bah paf, j'obtiens bien UK plus 1. Ok? Et du coup, ici, j'aurai bien le 1,5 que je rajoute de K plus 1 plus K fois 1,5 de K plus 1. Qui correspond bien à ce que je voulais trouver là-haut. Pas l'hypothèse de récurrence, je peux laisser loin. À ça. Ok? Donc de là à là, j'ai fait plus 1,5 de K plus 1. Ok? Donc j'ai reconstruit ma suite
Et du coup, je tombe bien sur la propriété. Donc, c'est vrai. Elle est bien on a supposé qu'elle était vraie au rang K. On montre qu'elle est toujours vraie au rang K plus 1. Comme précédemment, on aurait dû montrer l'initialisation, que là, j'ai pas fait pour abréger. Alors, la propriété est démontrée pour tout n. Voilà. Multiplié par UK. Alors, multiplié par UK, je comprends pas bien pourquoi. À partir de l'hypothèse de récurrence, ce que je te dirais de bien voir, en fait, quand on fait cette méthode où on démarre de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire la propriété qu'on veut démontrer au rang K, quand on démarre de ça, il faut toujours viser la partie où il y a le UN, là, ici, oups, cette partie-là, là, et essayer de reconstruire la suite telle qu'elle est montrée dans l'énoncé ici. Ok? Mais il y a une autre technique pour la récurrence. On aurait pu partir directement de ça, ok? Et à ce moment-là, remplacer le UN ou UK, dans mon exemple, par l'hypothèse de récurrence. Développer le calcul, et on aurait obtenu ce UK plus 1 ici. Alors, je vous le présente juste rapidement. C'est du coup, on partirait du coup de la suite, okay, de la définition de la suite, hein, celle qui nous dit comment est la suite, comment elle est définie. Donc K plus 1 demi de UK. Ça, c'est l'énoncé, la définition de la suite. Ok? C'est pas la propriété, attention, vous faites souvent l'erreur ici. Là, c'est la définition de la suite. Et ça, ce UN plus 1 ici, oh, je galère un peu. Ce UK là, par hypothèse de récurrence, on peut le remplacer par ce qu'on a supposé vrai. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Ok? Et du coup, en faisant le fois 1 demi, on aurait bien du 1 demi de K plus 1, et on retombe bien sur celle-ci, qui est bien la propriété qu'on voulait démontrer. Ok, donc là, vous voyez, on était clairement dans cet exercice directement sous ce que je vous ai montré ici. Là, on a fait toute la partie gauche. On a fait la suite auxiliaire pour trouver des infos sur la suite UN, donc UN plus 1 cette fois, vu que c'est d'ordre 2. Et pour avoir vraiment la... Donc là, en fait, en réalité, on avait UN plus 2, donc on a pu retrouver UN plus 1 en utilisant la suite auxiliaire, et par récurrence, retrouver UN. Okay, donc là, on a fait ça. On a démarré de UN plus 2. Oups. UN plus 2. Hop, on a fait tout le truc pour nous trouver l'expression du terme d'avant, de UN plus 1. Et par récurrence, on a pu trouver l'expression générale de la suite. Ouais. Et donc, la partie qui nous manque, là, la partie C, ici, on va devoir utiliser le théorème du point fixe. Alors, pourquoi, vous allez me dire, si on a dit qu'une fois qu'on avait la suite explicite, on pouvait directement calculer la limite. Le point fixe, qui sert à calculer la limite, il est surtout utile si on n'a pas la forme explicite. Mais là, regardez ce qu'on a comme forme explicite. On a n fois 1 demi puissance n. Alors si on regarde ça là, et qu'on essaye de calculer la limite en plus l'infini, n, il tend vers quoi? Ce n là, il tend vers plus l'infini. Normal. Ça, c'est nul. Et ça là, c'est de la forme d'une suite géométrique, q puissance n, avec le q ici qui vaut 0,5, donc plus petit que 1. Donc ça va tendre vers 0. Donc là, on se retrouve avec de l'infini fois 0. Et ça,
c'est une FI. Alors on a vu plein de techniques hein, pour trouver comment se sortir d'un cas de forme indéterminée. On a vu qu'on pouvait factoriser si on a des polynômes ou des fonctions, des quotients. On peut utiliser les théorèmes de comparaison. On peut utiliser les quantités conjuguées si on a les racines. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire, de lever l'indéterminé. Mais ici, ben, on va pas forcément savoir comment faire avec nos techniques d'habitude. Donc, vu que c'est difficile de trouver la limite avec la forme explicite, on va quand même utiliser le point fixe. Alors, on va montrer qu'elle est décroissante. Okay. Vu qu'elle est décroissante, bah vous voyez venir le truc. On est là. Alors, je vais mettre en rouge. On est ici, là, décroissante. On va devoir montrer aussi qu'elle est minorée et donc qu'elle converge. Ok, bah c'est exactement ça. Décroissante et en déduire qu'elle est convergente. Alors, étape par étape. Décroissante. Donc si je reviens sur ça là, décroissante, on a vu, donc c'est pour trouver le sens de variation, on a vu qu'il y avait en gros 3 méthodes. C'est pas exhaustif encore une fois, mais c'est les 3 qu'on utilise principalement. Là, on va utiliser celle-ci, okay, parce que le calcul se fait très bien. Mais on aurait pu le faire par récurrence, ou on aurait pu utiliser celle-ci, parce que là en particulier, à partir de n égale 1, tous les termes vont être non nuls. Donc on pourrait même utiliser celle-ci. Alors, ici c'est mieux d'utiliser directement la soustraction. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'expression ici, bah, si on fait moins un, ça va pouvoir se simplifier. Okay, donc là, le calcul, je ne le fais pas en entier pour gagner un peu de temps, pour montrer qu'elle est décroissante. Mais là, ça vous donnerait, du coup, en reprenant l'expression de un plus 1, pardon, qui est là juste à côté sur le PDF, un plus 1 moins un, ben, ça vous donnerait un truc, donc je l'ai déjà fait, quand on factorise, ça nous donne du coup du 1 demi de n plus 1 fois n plus 1, moins 1. 1 moins n, pardon. On trouve ça. J'arrive jusqu'à là parce que c'est que du calcul la partie d'avant, donc je ne vais pas vous faire perdre de temps avec le calcul, il suffit de regarder la correction et normalement, bon, vous devriez vous en sortir, il n'est pas très compliqué. Là, ce qui compte de voir, c'est que cette partie-là, là, bah, c'est forcément positif. Okay, c'est un nombre, un demi, qu'on multiplie par lui-même un certain nombre de fois. Okay, donc, ça peut être que strictement positif, parce que c'est déjà un nombre positif. Pas de problème. Et du coup, ça là, ben ça c'est de quel signe? Ben, ça va dépendre. Alors nous, vu qu'on s'intéresse à montrer qu'elle est décroissante, on va vérifier quand est-ce que 1 moins n est négatif. Okay, parce qu'on cherche quand est-ce que tout ça sera négatif pour que ce soit décroissant. D'habitude, on cherche tout le temps quand est-ce que c'est positif. Mais là, vu qu'on nous mentionne que c'est décroissant, autant chercher tout de suite quand c'est négatif. Et du coup, ben, on résout ça tout simplement. Ça veut dire que n est plus grand que 1. Donc on a bien que un plus 1 moins un est négatif dès lors que n est plus grand que 1. Okay, donc, la suite un est décroissante dès lors que n est plus grand que 1. Ok, ça va. Donc les deux autres techniques, hein, la récurrence et la division, auraient marché. Bon, je vous les conseille pas plus que ça. À vous de voir. À vous de voir. Ça dépend de tout un chacun. Et ensuite, bah, le reste, c'est quasiment fini. C'est très facile. La suite est convergente. Bah, du coup, il manque à montrer qu'elle est minorée. Mais si on regarde la suite là, on se rend compte que cette suite-là, ben, vu que n c'est un nombre entier positif ou nul, ben, u0 il vaudra 0. Et après,
euh, elle sera toujours positive, parce que ce sera un nombre positif fois un nombre positif, on l'a dit, donc plus fois plus, plus. Donc là, on sait que UN, elle est positive ou nulle. Ok? Donc elle est minorée par 0. Décroissante, minorée par 0, donc elle converge. Ok? Voilà ce qu'il faut dire. Si possible, mentionnez également le d'après le théorème de convergence monotone. Bon. Du coup, ben, là, maintenant, vous voyez, on admet que la... Donc là, on vous dit, juste petite remarque, on ne cherche pas à calculer la valeur de la limite. Pourquoi? Pour ce qu'on a dit ici. C'était une FI et que c'est chiant à calculer là. Donc ne la calculez pas comme ça, on va passer par le point fixe. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ça là. Vous voyez, c'est exactement cette expression-là. C'est L égale L moins un quart de L. Ok. Donc c'est ça le point fixe. Donc je ne vais pas le redémontrer, mais je vous remontre juste que ça correspond bien à l'expression du départ. Et là, du coup, on vous demande de déterminer la limite de la suite. Donc du coup, il suffit de résoudre cette équation ridicule. Enfin là, on peut, enfin même moi, je vous le dis, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, il y a un truc que je vois pas là. Comment ça se fait que c'est si simple? Mais oui, en fait, voilà, les L se simplifient. Donc la seule solution possible, c'est L égale 0. Ok? Bon. Là, du coup, on vient de faire le théorème du point fixe. Je vais passer un peu vite, hein. Je ne l'ai pas rédigé complètement, etc. Mais voilà, on vient de faire ça. On vient de résoudre f de x égale x. Ok? Où là, le f, c'est L moins un quart de L. Enfin, x moins un quart de x. Ok? Bien. Bon, on peut faire déjà une petite pause là. Ouais, et puis voilà, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à l'annale suivante. Donc vous avez vu là, pour conclure, bon, c'était finalement une annale, si on enlève le fait que c'était récurrente d'ordre 2, bah, une annale super classique, où on vous fait un peu tout faire. Un peu de conjecture, un peu de cycle auxiliaire, un peu de point fixe. Quelques propriétés, et voilà. Donc c'est assez complet, et puis bah, ça permet de voir un peu l'utilisation des suites d'ordre 2, récurrentes d'ordre 2. Alors, du coup, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer à celle-ci. Je fais une petite pause, hein, m'en voulez pas. J'imagine que vous aussi, vous devez avoir un peu mal à la tête là. Ok. Alors ça, c'est une annale qui est plutôt intéressante. Je vais vraiment commenter la partie A très rapidement, parce que du coup, on vient de le faire là. Donc je ne vais pas le refaire. Vous avez la correction en ligne encore une fois pour les calculs précis. Euh, mais c'est vraiment pas très compliqué. Donc vous voyez, ça commence encore une fois de la même façon, où on nous demande de calculer les premiers termes et de faire une conjecture avec la calculette. Ok? Donc variation et limite. Pareil que tout à l'heure, vous rentrez la suite, et ben vous allez lire. Déjà, vous pouvez vérifier vos U1, U2. Donc là, il faut les calculer, hein, parce qu'on nous demande de donner la valeur exacte. Et vous allez pouvoir aussi, donc là, si vous le faites à la calculette, vous n'aurez pas la valeur exacte, c'est ça que je veux dire. Et que, ben, vu que c'est des nombres irrationnels, la calculette ne vous la mettra pas, par définition, sous forme d'une fraction, toute seule. Elle ne peut pas déjà, et puis elle ne vous le mettra pas, je pense pas, sous forme d'une racine. Donc voilà. Donc vous ne pourrez pas avoir les valeurs exactes avec la calculette. Mais dès la question suivante, vous pouvez vérifier vos résultats en calculant vos valeurs exactes approchées et vérifier si ça tombe sur les valeurs de la calculette. Hop, et puis ben du coup le sens de variation et la limite, il suffit de regarder. Parfait, donc là pour qu'on ait une base pour la suite,
elle est du coup décroissante et elle va tendre vers 0. Vers 1, pardon, cette suite-là. OK? Donc, on va montrer ça par récurrence. Enfin là, du coup, c'est qu'une conjecture, pardon. Okay, là, vous voyez à la calculette que ça diminue. Okay, on part de 2 et on descend vers des valeurs toujours plus proches de 1. Okay, ensuite, une récurrence ultra classique d'une inégalité, d'une double inégalité, où là, on va directement montrer à la fois qu'elle est décroissante et minorée. Donc on fait d'une pierre deux coups, c'est souvent le cas, c'est souvent très pratique de faire comme ça. Et là, c'est une récurrence facile, parce que là, pour passer, on peut démarrer de ça au rang k, et pour passer au rang k plus 1 et k plus 2 au milieu, il suffit d'appliquer la fonction racine de x, qui est une fonction croissante strictement, donc l'inégalité ne va pas changer. Il faudra mentionner tout ça. Okay, on va faire f de 1, f de un plus 1, f de un, où f de x, c'est racine de x. Ok, c'est la fonction associée à la suite un. Donc, on applique ça, et vu qu'on précise bien que la fonction racine est croissante, donc ça ne change pas l'ordre, l'inégalité reste la même, et on passe au terme suivant. Et f de 1, racine de 1, ça fait toujours 1. Donc, très facile. L'hérédité est très simple ici. Parfait. Donc, du coup, comment montrer qu'elle est convergente? Bah, du coup, décroissante, minorée. Ensuite, encore une fois, on va résoudre f de x égale x. Ok. Donc, soit on voit les deux solutions particulières, 0 et 1, soit on met tout au carré et on résout le trinôme. Donc, ça nous donnerait x moins x carré égale 0. Soit delta pour ceux qui ne voient pas la factorisation. Pour ceux qui le voient, vous pouvez factoriser par x et donc faire une équation produit nul. Je ne détaille pas encore une fois tout ça. La correction est bien faite, je crois. Enfin, je ne me rappelle plus, mais j'imagine que la correction est bien faite. Et puis, normalement, vous devriez vous en sortir. Et du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir, à l'aide du théorème du point fixe, trouver la limite de la suite. Tout a été fait. Okay, donc si je reprends ici, là, on est typiquement là. Okay, on a montré qu'elle est convergente dans la question B. Okay, on résout l'équation f de x égale x, donc cette partie-là, là, dans la question C. Et on conclut en mentionnant le théorème du point fixe et toutes ses conditions. En particulier, on n'oublie pas que f, c'est-à-dire racine de x, est continue. Et donc que la limite, c'est la solution de cette équation-là. Ok? Donc là, attention, on a vu deux solutions, 0 et 1. Mais rappelez-vous, il n'y a qu'une seule limite possible. Okay, c'est quelque chose vers lequel on se rapproche. On ne peut pas se rapprocher de deux choses à la fois. Sinon, on n'appelle pas ça une limite. C'est pas possible. Du coup, la limite est unique. Et cette limite, laquelle ça peut être? Est-ce que ça peut être 0? Est-ce que ça peut être 1? Là, ça va dépendre de l'énoncé. Il suffit d'aller regarder ce qu'on sait sur notre suite. Ici, en particulier, on sait qu'elle est minorée par 1. Donc, elle ne prendra jamais des valeurs plus petites que 1. Donc, sa limite, ça ne peut pas être 0. Okay, on ne va jamais se rapprocher infiniment de 0 si on descend jamais en dessous de 1. Okay, donc là, la limite, ce serait 1. Donc là, c'est de l'application directe du théorème du point fixe. En plusieurs questions, vous voyez. Mais si vous maîtrisez la structure du théorème, ça déroule en fait. Vous savez déjà à quoi vous attendre et vous le reconnaissez en fait. Ok, bien. Du coup, est-ce qu'on est obligé d'utiliser la fonction associée? Est-ce qu'on est obligé? Ouais, là je vois pas comment faire d'autre là tout de suite. Si tu trouves une autre solution, aucun problème. En général, la fonction associée, elle ne te fait pas faire de calcul. Donc c'est le plus simple. Dès que tu as l'occasion d'utiliser la fonction associée, sauf si c'est une fonction affine, c'est vraiment très simple de reconstruire. Mais sinon, c'est
c'est le plus simple, je dirais. Et même avec une fonction affine, ça marche très bien aussi. Si tu peux utiliser la fonction associée, autant l'utiliser. Ça évite les calculs. Ok, donc ça, c'est pour toute la partie théorème du point fixe. Donc il y a la partie conjecture, calcul de terme, la partie théorème du point fixe, la partie B, question 1. Qu'est-ce qu'on reconnaît encore? Une suite auxiliaire. Voilà, cette fois elle s'appelle bien Vn. Et là, la principale difficulté, c'est que ça fait intervenir du ln. Bon, ça va pas vraiment être très magique, hein, mais c'est vrai que si vous connaissez pas les propriétés de ln du tout, ben oui, là ça va être dur. Mais là, c'est pas un problème lié aux suites, c'est un problème lié aux fonctions. Ok? Donc si vous manipulez bien la fonction ln, ces trois questions ne posent absolument pas de difficulté. Ok? Je vais juste quand même commenter comment on montre qu'elle est géométrique. Ok? Juste cette partie-là. Alors, tac. Qu'est-ce que j'ai fait du stylo? Ouais, pour montrer qu'elle est géométrique, donc on a dit, on fait tout le temps la même chose, on écrit Vn plus 1 égale. Ok? Et du coup, on part de l'expression de Vn qu'on nous donne en remplaçant les n par n plus 1. Donc ici, un plus 1. Un plus 1, on la connaît, c'est racine de un. Et racine, ça donne 1 demi. Ln d'une racine, ça fait 1 demi de ln de ce qu'il y a dans la racine. Pourquoi? Je vous le mentionne ici parce que ce sera intéressant à voir tout à l'heure. Racine, finalement, c'est l'équivalent de puissance 1 demi. Ok? Et on a vu que ln de a puissance n, c'est égal à n ln de a. Ok? Ce qui justifie la simplification plus haut. Donc on voit bien qu'on obtient 1 demi fois ln de un, et ça c'est Vn. Donc on a bien Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc elle est géométrique de raison 1 demi. C'est même encore plus facile que dans l'anal d'avant. Comme elle est géométrique, on peut directement écrire sa forme explicite. C'est V0 fois Q puissance n, comme d'hab, encore une fois. Vous voyez, en fait, on retrouve souvent les mêmes choses. Et du coup, là, le V0, on ne l'a pas calculé juste avant, mais je peux le faire ici. Donc V0, ce sera ln de U0. Et U0, c'était 2. Donc ce sera ln de 2. Ok? On y reviendra juste après à tout ça. Donc on a que ça, c'est notre suite Vn là, elle est égale à ln de 2 fois la raison, on a dit, c'était 1 demi puissance n. Oh, mon ordi commence à laguer un peu. Ok? Donc on se retrouve avec ça, forme explicite. Et du coup, question 3. En général, on va isoler le un, mais ici, c'est pas ça qu'on veut faire. Vous voyez, le ln de un, il est toujours là. On va pas vouloir avoir un égal cette fois. On va juste vouloir isoler le ln de 2. Pourquoi? J'y reviens juste après dans la question 2. Mais du coup, là, ce qu'on veut, on va repartir du seul truc qu'on nous donnait dans l'énoncé pour Vn, c'est que c'est ça. Et du coup, il suffit de remplacer Vn par ce qu'on vient de dire juste au-dessus, c'est-à-dire ln de 2 fois 1 demi puissance n égale à ln de un. Ok? Alors maintenant, comment on passe à ce qu'il y a dans l'énoncé? Là, encore une fois, c'est un peu, faut maîtriser un peu les puissances là. Ça peut être un peu, voilà, faut se rappeler de ça. Du coup là, le 1 demi puissance n, c'est pareil que 1 puissance n sur 2 puissance n. Ok? 1 puissance n, c'est 1 fois 1 fois 1 n fois, donc le puissance n, pas besoin de le mettre, c'est 1 quoi. Ok? Donc finalement, je me retrouve avec ça, ln de 2 fois 1 sur 2 puissance n, qui est égal à ln de un. Et en multipliant par 2 puissance n des deux côtés, on retombe bien sur l'égalité demandée.
Ok, donc là, j'ai passé vite, mais vous vous rendez bien compte que si vous connaissez un peu la structure des exos, encore une fois, ben finalement, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais ça pose pas de difficulté principale. Il suffit de toujours faire la même chose, en fait. Voilà. Donc, voilà. Parfait. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux morceaux, aux gros morceaux là, aux morceaux intéressants en soi. Euh, alors, je vais essayer de vous le commenter au mieux. Donc voilà, là, voilà, là, cette partie-là, il faut qu'à partir de maintenant, dès qu'on commence, il faut que vous vous mettiez en mode 5 minutes à fond. Genre, faut être très concentré. Ok. Sinon, c'est le genre d'exo là où on commence à lire, il y a beaucoup d'énoncés. C'est déjà pas commun en maths d'avoir plusieurs lignes d'énoncés pour quelques questions. Et là, l'énoncé, il donne plein d'infos. Et dès qu'on lit cette partie-là d'énoncé, là qu'on voit, on peut déjà s'embrouiller. Alors quand on va sur la suite, là, on voit ce truc-là. Et là, oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? On se dit, oh allez, je passe vite et on tombe sur ça. Et, oh, c'est quoi ce python là? Oh non. Et ça, c'est la mauvaise réaction à avoir. Il faut surtout pas se dire ça. Si vous n'êtes pas déterminé à vous lancer dans ça, faites une pause, allez aux toilettes, faites un autre exo, ou voilà. Mais une fois que vous vous lancez dans un exo comme ça, dans ce genre de partie où ça demande de la réflexion, rien que de comprendre l'énoncé, il faut se dire, je me mets 5 à 15 minutes dessus à fond, et je fais tout ce que je peux. Mais ça sert à rien de passer plus de temps. Ok. Finissez d'abord les autres exos et revenez-y après. Ok. Parce que ça sert à rien jamais de s'entêter sur un exo si on ne le comprend pas trop. Alors, là du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, j'ai pas vraiment commenté le début, mais là, l'intérêt de cet exercice, c'est de reprendre une des méthodes de ce monsieur-là, Henry Briggs, pour trouver une valeur approchée du nombre ln de 2. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on s'en fout de trouver ln de 2? Alors, là où vous, oui, à votre échelle, on s'en fout. Même moi, à la mienne, je m'en fous. Mais il faut bien s'imaginer que ça fait partie de la recherche, ça s'intègre dans un cadre bien plus grand, qui dépasse largement notre vision, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et voilà, ça a fait progresser la science, et notamment la façon dont il est arrivé à ce résultat-là. On verra que ce résultat-là, il est généralisable, on le verra dans le Python à la fin, à n'importe quelle valeur de ln. Donc finalement, c'est une sorte de calculette qui nous fait là, ok, avant l'heure. Il nous permet de calculer les différentes valeurs de ln en utilisant des suites, donc en détournant le problème. Donc il l'a fait de plusieurs manières, hein, aussi en utilisant des intégrales, en particulier l'intégrale de 1 sur x pour tout, entre 1 et 2. Du coup, l'intégrale de 1 sur x, du coup, la primitive de 1 sur x c'est ln. Donc entre 1 et 2, ça ferait ln de 2 moins ln de 1, donc ln de 2. Donc voilà, bref, je vous commande ça, c'est un peu d'histoire, c'est intéressant. Mais là, pour revenir à notre exo, on va s'intéresser à une méthode qui fait intervenir ce qu'on appelle des développements limités. On va approximer une fonction par autre chose. Ok. Donc selon l'ordre du développement, ce ne sera pas la même approximation. Nous, là, on va rester très sage. On va faire un développement limité d'ordre 1, ça s'appelle. Vous n'êtes pas censé savoir tout ça, hein, mais un peu de contexte. Donc en fait, le concept de ça, nous, rappelez-vous, on cherche à calculer ln. Alors là, en l'occurrence, ln de 2. Ok. Donc, vu qu'on ne le sait pas, là, on n'a pas encore la calculette, hein, faut s'imaginer, pour le calculer tel quel. Donc du coup, ce qu'on va faire, le principe, c'est que, vous voyez là, la courbe de ln, elle est tracée là, c'est la courbe C. Et la courbe t, c'est sa tangente en 1. Okay. L'équation, c'est x moins 1. Bon, peu importe. En fait, l'idée là, ça va être de se rapprocher de plus en plus de 1. Et si on regarde très proche de 1, en fait, ben, on va pouvoir dire,
Oui, si je vous montre ça là, si on se rapproche vraiment de 1, ben, la courbe et la tangente, on dirait qu'elles sont confondues. Donc en fait, on va pouvoir dire qu'on va, entre guillemets, remplacer la fonction compliquée par une beaucoup plus simple, qu'on sait calculer. C'est ça le principe derrière. Ok? Alors, c'est une approximation, bien sûr. Si on zoome suffisamment, on verrait qu'elles ne sont pas confondues. Mais encore une fois, c'est une approximation, comme c'est bien écrit ici. Bien. Alors du coup, ben, on va se rapprocher suffisamment proche ici de 1 pour que ce soit valable. Parce que vous voyez, si je me mets en A0, ben, la valeur, l'image par la courbe ou l'image par la droite, rien à voir. À 1 non plus, à 2 ça se rapproche, mais ça reste quand même un peu loin. Il faut qu'on aille de plus en plus proche. Donc du coup, ils vont nous demander des UN qui se rapprochent assez de 1 ici. Donc assez de 1, la précision demandée c'est 10 moins 2 là, 2 chiffres après la virgule de précision. Ok? Les A0 c'est UN, c'est les A0, A1, A2 c'est l'abscisse des U. Donc en gros c'est la valeur de U0 qui valait 2, U1, U2, etc. Et on va aller chercher lequel U se trouve le premier U qui est suffisamment proche de 1, c'est-à-dire à 2 chiffres à la virgule près. Donc ça, c'est très facile à faire. Il suffit de regarder la calculette. Donc vous tapez la suite à la calculette et il suffit d'aller voir quelle est la valeur pour laquelle vous avez un U qui vaut, qui est compris entre ces deux valeurs, c'est-à-dire plus petit que 1,01. Donc de mémoire, c'est à 7. À 6, c'est pas suffisant. À 7, c'est bon. Je crois, il me semble que c'était ça, à vérifier dans la correction. Mais ça, encore une fois, utiliser la calculette, vous voyez, c'est déjà la deuxième annale où on utilise pas mal la calculette. Hein. Donc, je vous le répète souvent, mais la calculette, c'est une vraie compétence évaluable au bac. Du coup, ben, on va trouver le UK, du coup, on va l'appeler K, l'endroit, le N pour lequel ça marche, donc je crois que c'était 7. Donc pour U7, on trouve 1,009, je crois. Donc on est plus petit que 1,01. Ok? Donc on a trouvé le U7 est le premier qui appartient à cet intervalle. Du coup, comment on va pouvoir en donner une approximation? Ben, le ln de ce nombre, on a dit que ça pouvait être ln de x, on peut l'approximer par x-1. Ça veut dire que, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ln de x est équivalente, on va parler de fonction équivalente, à x-1. Ok? Donc si je regarde ln de uk, ça va être équivalent à uk-1. Donc au lieu d'avoir à calculer ln, on va pouvoir calculer ça. Et ça, c'est beaucoup plus facile à calculer. Ok? Donc je vais quand même la taper à la calculette, la suite, pour vérifier ce qu'on trouve. Bon, voilà, c'est facile, en plus c'est racine de x. Donc là, il faut bien penser à changer le type par rapport à la suite précédente. Donc là, c'est racine de an, enfin de bn pour moi. Hop, il faut bien faire le premier à 2. Et du coup, on a dit... ouais, on avait du coup U6 qui valait 1,0108. Donc ça, c'est supérieur à 1,01. Et U7 qui valait à peu près 1,0054. Ouais, qui est bien plus petit que 1,01. Nickel. C'est le premier pour lequel on est plus petit que 0,1. Donc on va prendre k égale 7. C'est-à-dire que on va pouvoir approximer ln de U7 par, donc à peu près égal à U7 moins 1. C'est-à-dire environ égal à ça moins 1, c'est-à-dire 0, moins 0,01.
non, pardon. 0,0054. Ok? Donc ln de U7, c'est à peu près égal à ça. Ok? Bien. Donc on a vu un moyen de trouver, là, qu'est-ce qu'on vient de faire avec ces deux questions? C'est trouver une valeur de ln de un, ok, en utilisant une approximation affine de la fonction ln. Okay, on approxime ln par une fonction affine. Okay, au voisinage de 1, on va dire, donc très proche de 1. Sinon, ça ne marche plus. Et du coup, question suivante, déduire de la question 1c et 2b juste d'avant là, une approximation de ln de 2. Alors en 1c, qu'est-ce qu'on a vu? Ça là, que ln de 2, c'est 2n, 2 puissance n, ln de un. Donc nous, on va prendre pour n égale 7, la question 1c nous donne ln de 2 égale 2 puissance 7 fois ln de u7. On a dit du coup que c'était à peu près égal, donc 2 puissance 7 fois 0,0054. Ok? Donc ça, si on le fait à la calculette, ln de... Non, alors 2 puissance 7 fois ln de... non, fois 0,0054. Ça nous donne, du coup, donc le résultat de ça, c'est égal à 0,6912. Ok? Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point on est précis. Si on calcule ln de 2 à la calculette, ok, donc ça, c'est pas dans l'exercice, hein, c'est juste pour qu'on puisse voir, on obtient 0,6931, si je vais à 4 chiffres après la virgule, comme là. Et du coup, ben, on est quand même relativement proche. Elle est pas mal, cette technique. Il a quand même su approximer au millième, enfin au centième près, disons. Au centième près, c'est la même chose. Dès qu'on passe au millième, il y a un peu de différence qui arrive. Ok? Voilà, finalement, ce qu'on nous demandait dans cet exercice. Du coup, ben, qu'est-ce qui se passe dans le Python, en fait? Ben, comme ils le disent, ils vont généraliser tout ça, ok, avec n'importe quel A. A, c'était la valeur du U0. Ok? Donc, du coup, enfin, vous voyez, là, c'est écrit racine de A. Ok? Donc, le U0, c'est A. Donc, nous, c'était 2, parce qu'on cherchait ln de 2. Si on veut ln de 3, on prendrait U0 égale à 3. Et donc, A égale à 3 ici. Et on pourrait faire la fonction brings 3. Ok? Donc, finalement, en fait, ce programme-là, il va juste reprendre ce qu'on vient de faire. Là, le déterminé à la calculette le plus petit entier, bah, c'est exactement ça là. Tant qu'on est plus grand que le 1,01 d'ici, alors on continue à calculer le terme suivant. Ça là, c'est le un plus 1 égale racine de un. On calcule le un suivant. Nous, jusqu'à trouver U7. Okay? Et puis on incrémente le n. Okay? Une fois qu'on a trouvé un U qui est à l'intérieur de cet intervalle, donc plus petit que 1,01, ok, plus petit que ça, dès qu'on y est, alors on s'arrête. Et du coup, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Bah, qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Bah, on cherche à calculer ln de 2. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, l'expression qu'on a vue ici. Enfin, elle est plus là. Je ne l'avais pas écrit complètement. ln de 2, si je multipliais par 2 puissance n des deux côtés, ça donnait ça. Donc on va réutiliser cette formule. Okay, donc maintenant qu'on a trouvé notre un et qu'on a aussi mémorisé pour quel n c'était, donc nous en l'occurrence 7, ben on va pouvoir calculer le L ici. 2 puissance n fois un moins 1.
Ok. Pourquoi UN-1? Parce que là, ln de UN, on a dit qu'on pouvait l'approximer par ça. Donc UN-1. Ok. Ça, là, on a dit qu'on pouvait l'approximer par UN-1. Ok. D'après ça. Ouais. Donc, le UN, c'est les A, donc A-1. Voilà. Alors du coup, on arrive à la fin de cet exo. J'aurai pas du tout le temps de regarder l'autre anal. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésiterez pas à me les poser. Mais avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur tout ce qu'on vient de faire. Parce que je vais pas vous mentir, moi, vous voyez, je connaissais pas du tout ce Henry Briggs là. Enfin, franchement, faut pas penser que tous les profs de maths, on est des puits de science, hein. Moi, ça, je connaissais pas du tout. Tout ça, j'ai découvert. Et je vous avoue que quand j'ai fait l'exo, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport entre ça et les premières parties là? Pourquoi la suite choisie, c'est racine de UN? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Sachant que nous, on cherche des ln. Et du coup, en fait, l'astuce, c'est tout bidon, en fait. Je vais vous le montrer parce que du coup, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi finalement on est passé par tout ça. En fait, là, on a du coup UN plus 1, c'est racine de UN. Ok. Donc, comme on a dit, UN, enfin, racine, pardon, c'est pareil que puissance 1 demi. Ok. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? Si on calcule U1, on va faire racine de U0. Ok. Si on calcule U2, on va faire racine de U1, donc racine de U0. Ok. Si je le mets en puissance, ça fait celui-ci là. Bon, on a dit que ça faisait puissance 1 demi. Et vu que je remets une racine, c'est repuissance 1 demi. Donc en fait, à chaque terme suivant, on va refaire puissance 1 demi, puissance 1 demi, puissance 1 demi, puissance 1 demi. Et ça va nous donner une forme générale de la forme UN égale 2, enfin U0, en l'occurrence, on pourra choisir celui qu'on veut, puissance 1 demi, puissance n. Ouais, on va faire 1 demi, puissance 1 demi, puissance 1 demi, puissance 1 demi, puissance 1 demi. Les puissances se multiplient. Puissance de puissance, les puissances se multiplient. Donc ça va faire 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, n fois. Ok. Et là, dès qu'on applique ln, et ben ln de ça, hop, avec les propriétés qu'on connaît de ln, ben, la puissance, elle sort, ok, ça, fois ln de u0, ok, et du coup, ben, je vais la parenthèse ici, ok, et du coup, ça nous ramène bien à notre forme si j'isole le ln de u0 à 2 puissance n fois ln de un. Alors nous, notre u0, il valait 2 parce qu'on cherchait à calculer ln de 2. Et donc, on retrouve bien l'égalité qu'on nous a fait démontrer dans la question 1C. Ok. C'est pour ça, en fait, qu'on utilise la racine. Vous voyez? Donc là, eux, ils nous l'ont fait montrer non pas de cette façon, parce qu'on n'aime pas bien vous faire noter que les racines, c'est puissance 1 demi. On le fait pas trop, du coup, on est passé par un autre moyen qui finalement inclut le même concept. Mais voilà d'où sort la racine. Okay. Donc vous voyez, c'est quand même un mélange de domaines assez intéressant. On mélange toute la théorie de l'analyse avec toute la théorie des suites. Donc on voit bien que les suites, non seulement c'est utilisé pour modéliser des phénomènes discrets, comme je disais au début, mais aussi pour pouvoir avancer dans la recherche mathématique. Et du coup, ça a l'air de rien, mais il y a énormément d'avancées en maths qui ont été permises à travers l'étude des suites. Et c'est pour ça que c'est si important, ceux qui continueront les maths l'année prochaine,
disons en prépa, en école d'ingé ou école de commerce, ben, vous verrez toute la suite de cette étude-là. On va parler en particulier des séries, ça va être des sommes de suites, on va parler de vitesse de convergence, à quel point on se rapproche d'un résultat rapidement ou pas. Enfin voilà, c'est tout ça qui va être développé par la suite. Voilà, bah écoutez, on arrive sur la fin. J'espère que ça a été clair, que vous avez à peu près cerné le truc. Donc vraiment, moi ce que je peux vous conseiller, c'est à chaque fois que vous allez faire des annales, de revenir ici, ok, et de bien vérifier dans quoi vous êtes. Alors refaites-le au propre, ça bien sûr. Moi je l'ai construit avec vous là, pour qu'on puisse le voir ensemble, mais vous, appropriez-le vous. Reprenez-le, réécrivez, faites-le peut-être en format paysage, ce serait peut-être plus pertinent, je ne sais pas. Réorganisez, rajoutez des informations que j'ai peut-être oubliées mais qui semblent importantes pour vous. Et en fait, en structurant vos connaissances comme ça, ben, aussi anormal, original soient les exos sur lesquels vous allez tomber, ben, vous allez pouvoir les maîtriser, vous allez reconnaître qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ok? Voilà, ben si vous n'avez pas plus de questions, je vais vous dire à bientôt. D'ailleurs, j'aurais dû passer comme ça. J'espère que ça n'a pas tout emmerdé. Euh, voilà, alors du coup, ben, le prochain live sera sur les probas. Ok? Donc on regardera pareil les annales de 2025 et qu'est-ce que... Ouais, on fera un focus particulier sur les sommes de variables aléatoires et Tchebychev parce que c'est la partie nouvelle. Il y a déjà une vidéo disponible sur la loi binomiale et sur les probas conditionnels, donc je vous invite à aller voir sur la page Math United de YouTube où j'ai déjà mis la vidéo si vous avez besoin d'un récap. Mais du coup, mercredi, voilà, ce sera sur la fin des probas qu'on a vu du coup en fin d'année. Voilà, et ben très bonne soirée à tous et puis bon courage pour les révisions. Et puis on se voit mercredi. Bye bye.